Un écrivain, ça comprend pas grand-chose, un philosophe, ça comprend pas grand-chose, il ne faut pas exagérer. C'est pas des gens qui comprennent que ça, un pain, ça pas pain, ça ne peint pas n'importe quoi. Bon, Michel-Ange dirait, qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris ce que c'était, c'est pas rien de comprendre ça. Ce qu'était par exemple un large dos d'homme, pas de femme. Un large dos de femme ou un étroit dos de femme, ce serait autre chose, ce serait dos de peintre. Un large dos d'homme. Toute une vie pour un large dos d'homme, d'accord? Toute une vie pour un large dos d'homme. Hein? Bon, ça vaut la pomme de Cézanne. Comme dit Laurent, c'est pas des idées platoniciennes. Bon, il a aussi compris d'autres choses, Michel-Ange, mais enfin, c'est toujours assez réduit ce qu'un peintre arrive à comprendre. C'est-à-dire les faits picturaux qui l'amènent à jour. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Puisque je parle des faits, je ne peux pas dire tout ce que je dis, il me semble que c'est tantôt attaché à tel peintre, mais c'est aussi des choses qui valent pour la peinture, ou qui ne valent pas pour la peinture en général, quoi. Je veux dire, ça a toujours été comme ça, la tâche du peintre, de tout temps. Ça a été faire naître le fait pictural, ça a été lutter contre les données. Oui, je reprends mes 3 temps, qui sont un peu scolaires, mais souhaitons qu'il en sorte quelque chose. La lutte contre le fantôme ou contre les données. L'instauration du diagramme ou du chaos catastrophe. Et ce qui en sort, à savoir le fait pictural. Alors, je dirais presque, ça ne s'oppose pas, ça existe de tout temps dans la peinture, mais je me dis, bon, ça peut exister de tout temps, mais d'une manière plus ou moins larvée. Je parlais de Michel-Ange tout à l'heure. Je dirais presque que son importance en peinture, pour moi, c'est que c'est, peut-être, hein, il faudrait nuancer tout ça, il faut toujours beaucoup nuancer, c'est le premier peintre qui est amené à jour, presque sous sa forme la plus brute, ce que c'était qu'un fait pictural. Je me dis, s'il fallait dater cette notion, ce serait Michel-Ange. Alors, si on essaie un peu, là maintenant, je prends donc un peintre tout à fait différent par les dates, par le style de ceux que j'avais considérés la dernière fois. Je dis, le fait pictural, il naît dans sa réalité, c'est-à-dire, il s'impose sur la toile avec Michel-Ange. Ce serait ça la peinture, ce serait ça l'apport insondable de Michel-Ange. Alors, si c'est vrai mon impression, je me dis, c'est le moment ou jamais d'essayer de préciser qu'est-ce qu'on pourrait appeler le fait pictural par opposition aux données prépicturales. Encore une fois, les données prépicturales, c'est le monde des clichés au sens le plus large du mot, c'est-à-dire ce contre quoi ou le monde des fantômes, c'est ce contre quoi, ou le monde de la fantaisie, ou le monde de l'imaginaire, tout ce que vous voulez, tout ça, là. Puis, mais tout de ça, c'est le monde des données. C'est avec tout ça que le peintre a à rompre, à briser. S'il en reste là, il est perdu. S'il en reste là, ce sera un joli petit peintre, puis c'est tout. Voilà. Mais alors le fait pictural, pourquoi est-ce que il me semble que c'est Michel-Ange qui, d'une certaine manière, invente le fait pictural, ce qui ne contredit pas l'idée que j'ai aussi que ça existait tout le temps, mais c'est lui qui, précisément, le fait voir, nous le fait voir.
Michel-Ange, c'est un de ceux chez qui éclate. Alors peut-être que ça existait avant, peut-être que c'était moins visible. Éclate une splendide indifférence au sujet. Alors sans doute tous les peintres, on verra ça, est-ce que c'est vrai, mais peut-être le sujet, ça fait peut-être partie du cliché. Le sujet ou l'objet représenté, ça a peut-être été toujours pour tous les peintres, ça, l'équivalent du cliché. Et c'est sans doute ça que de tout temps il fallait brouiller pour qu'en sorte le fait pictural. En d'autres termes, le cliché, ça a toujours été l'objet. Bon. Alors on brouillait le cliché, on brouillait l'objet pour en faire sortir quoi? Ben, la réponse elle est simple, le fait pictural qui était déjà la lumière et la couleur. Bien. Mais il se trouve qu'avec Michel-Ange, cette indifférence à l'objet et au sujet prend une espèce d'air d'insolence telle que savoir quelle scène biblique représente un Michel-Ange, savoir qu'est-ce que font les personnages du fond, et on a presque honte de poser ces questions. Le fait qu'on ait honte de poser ces questions, et que particulièrement avec Michel-Ange, on ait honte de poser ces questions, là on se sent vraiment stupide quand on dit « Mais qu'est-ce que c'est que les 4 bons hommes dans le fond ?» Par exemple, 4 bons hommes au fond de la Sainte Famille, tout nus, avec une attitude que, du point de vue de la figuration, on ne peut appeler qu'une attitude homosexuelle prononcée. Qu'est-ce qu'ils font ces 4 bons hommes? Mais on sent gêné de poser une question comme ça, on sent tellement il est stupide. Bon, c'est que, bon, dans la scène, ils font rien. Qu'est-ce que c'est que cette scène? Ça s'appelle la Sainte Famille, d'accord, bon. Splendide indifférence au sujet, là. C'est par là que je veux procéder par anecdote. On lui commande un tableau sur une bataille célèbre. Très bien, il dit bon, d'accord. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne fera pas le tableau, il ne pourra pas le faire, il fait un carton. Qu'est-ce que représente le carton? Un ensemble de jeunes gens nus, dans l'eau, sortant de l'eau. Et dans le fond, des soldats. On dit ouf, il y a des soldats. Mais un ensemble de jeunes gens. Ah, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait là? Bon, alors, c'est un chef-d'œuvre de Michel-Ange. Ces jeunes gens nus dans l'eau, splendides. Les soldats à l'horizon. Bon. Les érudits cherchent bien. Même on se dit pourquoi il appelle ça bataille de Casséna. Les érudits cherchent bien, alors on trouve un commentateur de l'époque qui dit que dans cette bataille, un petit groupe de soldats florentins a pris un bain et que leur chef les a rappelés à plus de décence. Ils n'ont absolument pas été surpris, pas du tout surpris. Bon, Michel-Ange, le sujet, ça l'intéresse pas beaucoup. La bataille, il dit, bon, je vais faire des jeunes gens nus dans l'eau. Alors il dit, on veut une bataille, bon, je vais flanquer, alors il invente, et puis ils ont purement inventé que ces jeunes gens nus dans l'eau, qui se baignaient, auraient été surpris par l'ennemi. Ah, ça fait un peu bataille, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi c'est plus que de l'anecdote? Voilà. Je reviens, j'ai l'air de sauter, mais c'est pas tellement des sauts, tout ça reste très identique. Je reviens à ce peintre actuel dont je vous parlais, Bacon. Bacon ne cesse dans ses entretiens de dire il n'y a que 2 dangers de la peinture, et ça c'est pas une idée originale, parce qu'il me semble que ça a été toujours l'idée de tous les peintres. Il n'y a que 2 dangers de la peinture, c'est l'illustration et, pire encore, la narration. Un très grand critique de peinture, Baudelaire,
parlait déjà de ces dangers, illustration et narration. Alors je reviens à Raphaël, à Michel-Ange. Je reviens à Michel-Ange. Dans ce tableau célèbre de Michel-Ange, la Sainte Famille, on dirait que là, il est plus scrupuleux. Il représente en effet la Sainte Famille. Et en même temps, l'indifférence au sujet éclate. Vous connaissez, c'est seulement de l'indifférence au sujet que peut sortir le fait pictural, à savoir la peinture engendre son propre fait. Et le fait, c'est quoi? C'est que il y a trois corps. Le petit Jésus est comme sur l'épaule de la Vierge. Les trois figures sont prises, là c'est très bien, vous verrez, si vous l'avez dans l'esprit, vous voyez tout de suite, dans une espèce de mouvement de serpentin. On appelait à l'époque, ça venait de Vinci, ce traitement des figures, mais Michel-Ange l'a porté à un point, un mouvement de serpentin, comme si les trois figures étaient à la lettre coulées en un jet continu. Pas étonnant après tout que ce soit un sculpteur qui ait porté là, aux yeux de tous, ce que devait être le fait sculptural ou pictural. Peut-être que la sculpture c'était plus facile pour elle de faire surgir un fait sculptural. Mais en tant que peintre-sculpteur, Michel-Ange impose le fait nécessaire, le fait nécessairement pictural. Il l'impose. Ce mouvement de serpentin, en effet, va être prodigieux parce qu'il donne à l'enfant Jésus une position absolument dominatrice, qui va dès lors complètement fixer l'expression de la figure. La figure de l'enfant Jésus n'a figurativement cette expression qu'en vertu de sa position dans le serpentin. Et les trois corps sont donc coulés dans une seule et même figure. Une même figure pour trois corps. C'est ça, il n'y a pas d'histoire. Aucune histoire. Aucune narration. Et la figuration même s'écroule. À ce moment-là, le serpentin va distribuer toute une gamme de couleurs. Le serpentin joue exactement le rôle du diagramme, qui brise avec les données figuratives et narratives pour faire surgir le fait pictural. Le fait pictural, c'est trois corps en une figure. Bon, trois corps en une figure, soit. La nécessité, là je ne peux pas vous dire, je ne trouve pas mes mots, donc il n'y a pas de problème. Il ne s'agit pas de le dire, il s'agit de le faire. Qu'il y ait une nécessité picturale d'une même figure pour trois corps. Pas une nécessité figurative, pas une nécessité narrative. Une nécessité picturale, c'est-à-dire qu'il ne peut venir que de la lumière et de la couleur. Or, comment on a appelé le mouvement qui coïncide avec Michel-Ange et dont Michel-Ange fait réellement partie? Alors, je voudrais dire quelque chose sur ce point parce que ça m'intéresse beaucoup. Il y a un terme d'école. On a désigné toute une école dans laquelle Michel-Ange est comme prise, comme fondateur, cofondateur au moins, et qui se prolongera bien après lui. On appelle ça les maniéristes. Et les maniéristes, pourquoi on a dit ça, maniéristes? C'est que les corps ont des attitudes très contournées. À la limite, elles sont très artificielles.
Par exemple, dans la Sainte Famille, les 4 personnages du fond, très artificiels, avec des grâces tantôt homosexuelles, tantôt des grâces contorsionnées. Or, je dis, la coexistence, la contemporanéité de Michel-Ange et du maniérisme est fondamentale. Parce qu'il me semble que la catégorie de maniérisme nous met très bien sur la voie de ce que c'est que le fait pictural. Au sens le plus grossier du mot, quelque chose de maniéré dans la figure du tableau, dans la figure telle qu'elle est, telle qu'elle sort de quoi? Telle qu'elle sort sur le tableau, je dirais, elle sort du diagramme. Eh bien, elle sort du diagramme avec une sorte de maniérisme, qu'on peut toujours interpréter d'une manière anecdotique. Prenons un problème, parce qu'on aura à le retrouver. Mais la question de la peinture, en vertu de ce qu'on vient de dire, mais que vous saviez déjà, c'est pas de peindre des choses visibles, c'est évidemment de peindre des choses invisibles. Or, il ne reproduit du visible, le peintre, que précisément pour capter de l'invisible. Or, c'est quoi? Peindre un large dos d'homme, c'est quoi? Ben, c'est pas peindre un dos, c'est peindre des forces qui s'exercent sur un dos, ou des forces qu'un dos exerce. C'est peindre des forces, c'est pas peindre des formes. L'acte de la peinture, le fait pictural, c'est lorsque la forme est mise en rapport avec une force. Or, les forces, c'est pas visible. Peindre des forces, en effet, c'est ça le fait. Tout le monde connaît le mot de clé. La peinture, il dit, il ne s'agit pas de rendre le visible, il s'agit de rendre visible. Sous-entendu, rendre visible l'invisible. Rendre visible quelque chose d'invisible. Bon, rendre le visible, c'est la figuration. Ce serait le donné pictural, c'est lui qui doit être détruit. Il est détruit par la catastrophe. La catastrophe, c'est quoi? Là, alors on peut faire un petit progrès. La catastrophe, c'est le lieu des forces. Évidemment, c'est pas n'importe quelle force. La catastrophe, c'est le lieu des forces. Le fait pictural, c'est la forme déformée. Qu'est-ce que c'est qu'une forme déformée? La déformation, ça c'est un concept cézannien. Il ne s'agit pas de transformer, les peintres ils ne transforment pas, ils déforment. La déformation comme concept pictural, c'est que la déformation de la forme, c'est la forme en tant que s'exerce sur elle une force. La force, elle n'a pas de forme, elle. C'est donc la déformation de la forme qui doit rendre visible la force, qui n'a pas de forme. Qui doit faire rendre visible la force. S'il n'y a pas de force dans un tableau, il n'y a pas de tableau. Je dis ça parce que souvent on confond ça avec un autre problème qui est plus visible mais qui est beaucoup moins important. On confond ça avec un tout autre problème qui est celui de la décomposition et de la recomposition d'un effet. Je veux dire, prenez par exemple peinture de la Renaissance, décomposition, recomposition de la profondeur. Prenez des siècles après, l'impressionnisme, décomposition, recomposition de la couleur. Prenez après le cubisme ou d'une autre manière le futurisme, décomposition, recomposition du mouvement. Bon. Je dis c'est très intéressant ça, mais ça ne concerne que les effets. C'est pas ça. L'acte de peindre, c'est pas ça. C'est pas décomposer, recomposer un effet. C'est quoi? Je dis c'est capturer une force.
Et c'est ça, il semble, que veut dire Klee lorsqu'il dit il ne s'agit pas de rendre le visible, il s'agit de rendre visible. Donc il faudra que la forme soit suffisamment déformée pour que soit capturée une force. C'est pas une histoire, c'est pas une figuration, c'est pas une narration. Et le rôle du diagramme, ça va être d'établir un lieu des forces tel que la forme en sortira comme fait pictural, c'est-à-dire comme forme déformée en rapport avec une force. C'est dès lors la déformation de la forme picturale qui fait voir la force non visible. C'est aussi bien la fonction du diagramme, c'est quoi? Par rapport à son avant, par rapport à ce qu'il y avait avant lui, c'est justement défaire les ressemblances. C'est évident, là tout le monde le sait, je n'ai pas besoin de le dire, il n'y a jamais eu de peinture figurative, si l'on définit la figuration par l'action de faire ressemblant. Il n'y a jamais eu de peinture figurative, ça va de soi. Défaire la ressemblance a toujours été quelque chose qui non seulement se faisait dans la tête du peintre, mais appartenait au tableau comme tel. Bien, même si la ressemblance est conservée, elle est tellement secondarisée que même les peintres qui estiment en avoir besoin, ils en ont besoin comme d'une régulation et non pas comme quelque chose qui est constituant du tableau. En science, il n'y a jamais eu de peinture figurative. Donc, défaire la ressemblance a toujours appartenu à l'acte de peindre. Or, c'est bien le diagramme qui défait la ressemblance. Pourquoi? On l'a vu les dernières fois, au profit de, comme disent certains peintres, comme dit par exemple Cézanne souvent, au profit d'une ressemblance plus profonde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien pour faire surgir l'image. Prenons ça à la lettre et servons-nous de toutes les expressions toutes faites d'où qu'elles viennent. On défait la ressemblance pour faire sortir l'image. Qu'est-ce que c'est ça? En cherchant alors à varier le vocabulaire uniquement dans l'idée que ça peut nous faire avancer. Je dirais aussi bien défaire la représentation pour faire surgir la présence. Représentation, présence. La représentation, c'est l'avant-peindre. La présence, c'est ce qui sort du diagramme. Ou bien, je dirais aussi bien, défaire la ressemblance pour faire surgir l'image. Mais à ce moment-là, ce qui surgit, ce qui sort du diagramme, c'est l'image. Bien, l'image sans ressemblance. La théologie chrétienne a élaboré très tôt, très vite, un fort beau concept qui doit d'ailleurs indiquer tous les rapports, déjà qui préfigure les rapports difficiles art-religion. C'est l'idée de l'image sans ressemblance. Si vous avez fait du catéchisme, enfant, vous vous rappelez, on apprend ça dans le catéchisme. On apprend, et ça vient des pères de l'Église en droite ligne, c'est-à-dire c'est bien que le catéchisme ait conservé ses formules splendides. Dieu a créé l'homme à son image et ressemblance, et par le péché, l'homme a gardé l'image, on ne pouvait pas lui ôter, même Dieu, mais il a perdu la ressemblance. Le péché est l'acte par lequel l'homme se constitue comme image sans ressemblance. Qu'est-ce que c'est? Comment c'est possible, ça, qu'une image soit image et pourtant pas semblable? L'image sans ressemblance, bon, c'est bien ça que la peinture nous envoie. Elle nous donne l'image sans ressemblance.
Si on cherchait un mot pour désigner image sans ressemblance, toujours là dans une recherche de pur vocabulaire pour essayer de voir où ça nous mène, je dirais que c'est pas ça qu'on appelle icône, image sans ressemblance. Mais en effet, l'icône, c'est pas la présentation, c'est la présence. Et pourtant, c'est l'image. C'est l'image en tant que présence. La présence de l'image. Le poids de la présence de l'image, ça c'est l'iconique. Bon. Alors, vous voyez, je dirais le diagramme, c'est l'instance par laquelle je défais la ressemblance pour produire l'image présence. Je passe par le diagramme pour cela. Effondrement de la ressemblance et production de l'image. C'est l'aspect avant et l'aspect après. Entre les deux, le diagramme. Et c'est pour ça que je proposais, par commodité, toujours, là, j'essaie de chercher terminologiquement, distinguons trois choses, les données, la possibilité de fait et le fait. Les données visuelles, c'est ce qui s'écroule dans le diagramme. Mais pourquoi? Pour que surgisse le fait pictural. On a vu notamment le fait pictural. Et le diagramme, c'est quoi? C'est suivant la formule du peintre Bacon, c'est la possibilité du fait. La possibilité de fait. L'image sans ressemblance, bon, je dis à mon avis, enfin à mon avis, c'est pas des avis tout ça. Quel est le peintre? Alors toujours dans ma recherche de situer de temps en temps un petit exemple par-ci par-là, quel est le peintre qui a vraiment promu, qui a vraiment imposé comme une espèce de présence brute du fait pictural? Un des premiers, il n'y a pas de premier, parce qu'après tout, c'est vrai de tout temps tout ça, mais un ou qui notre conscience quoi, de moderne ou de pseudo-moderne lie énormément, il me semble, l'affirmation, l'imposition du fait pictural, c'est Michel-Ange. Un tableau de Michel-Ange, et c'est pas par hasard que c'est un sculpteur, peut-être qu'un sculpteur peintre, quoi. Il vous flanque là devant un fait pictural où il n'y a plus rien à justifier, c'est-à-dire où la peinture a conquis sa propre justification. Or, ça se fait sous quelle forme? Ça se fait encore une fois, et là, moi je crois très fort que les catégories, les grandes catégories esthétiques sont très bien fondées. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, romantisme, classicisme, baroque, c'est que des mots tout ça, ou bien l'abstrait, l'expressionnisme. » Là, je ne pense pas du tout que ce soit des mots, je crois que c'est très très bien fondé, qu'il faut juste chercher des définitions meilleures que l'abstrait sous l'opposé du figuratif, parce que c'est pas ça. Donc vous voyez, défaire les données visuelles par le diagramme qui instaure une possibilité de fait. Mais le fait, ce n'est pas une donnée. Le fait, c'est quelque chose à produire. Et ce qui est produit, c'est le fait pictural, c'est-à-dire finalement l'ensemble des lignes et des couleurs. C'est-à-dire le nouvel œil. Il a fallu passer par la catastrophe manuelle du diagramme pour produire le fait pictural, c'est-à-dire pour produire le troisième œil. Troisième œil. Il aura fallu que les yeux s'anéantissent pour que sorte le troisième œil. Mais le troisième œil, il sort de quoi? Il sort de la main. Il sort du diagramme. Il sort du diagramme manuel. Car la peinture, ça s'adresse à l'œil. D'accord, ça s'adresse à l'œil. Mais quel œil? Je suggérerais peut-être que la peinture, elle fait naître un œil dans l'œil.
que la peinture, bon, elle a peut-être affaire à la lettre à ce qu'il faudra appeler le troisième œil. Est-ce qu'on aurait deux yeux optiques, deux yeux pour faire la vision optique, et puis un troisième œil, alors quoi? Un troisième œil haptique. Du coup, est-ce que la peinture, elle ferait naître l'œil haptique? Est-ce qu'il y a un œil haptique en dehors de la peinture? Je saute là, et c'est plus les Égyptiens, comprenez, c'est savoir si cette catégorie d'haptique va pas nous servir beaucoup. Et cet œil haptique, qu'est-ce que ce serait? Ben, faisons l'enchaînement de tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Tiens. La lumière. La lumière, c'est l'œil optique. La lumière sollicite un œil optique. Peut-être, j'en sais rien. Hein, peut-être, est-ce qu'on peut dire ça? Mais la couleur, est-ce que c'est pas un tout autre œil? Est-ce que c'est pas un tout autre œil? Est-ce que la couleur ne sollicite pas un œil haptique? Est-ce que toute notre histoire de tout à l'heure, c'est pas comment un œil haptique se reconstitue à partir des yeux optiques? Qu'est-ce que c'est que cet œil, oui, cet œil du peintre, hein? Cet œil-là que Cézanne déclarait lui-même devenir tout rouge, tout rouge, tout rouge. Je rentre chez moi, les yeux tout rouges, je n'y vois plus rien. Les yeux tout rouges, je n'y vois plus rien. L'œil du peintre. L'œil en rute, là, de Gauguin, c'est bizarre tout ça. Est-ce que c'est pas un exercice de la vision très très curieux? Est-ce que c'est pas la reconstitution d'un œil haptique, l'œil égyptien? Troisième œil. Hein? Je dis troisième œil, pas parce qu'il est dans le cerveau, il n'est pas dans le cerveau, il est dans le système nerveux. Mais il est là parce que je veux dire au milieu des deux autres. Quoi. Je reviens à mon histoire, l'œil et la main. Vous allez voir qu'il y a un problème. À mon avis, je dirais, je me sentirais tout, et puis ça nous permettrait d'aller très vite, mais on va finir très vite. Je dirais, eh bien oui, c'est exactement ça la ligne manuelle. C'est exactement ça la main libérée de l'œil. Tant que la main reste soumise à l'œil, elle fait des comptes. La ligne reste ou organique ou géométrique, suivant que c'est l'œil de l'esprit ou l'œil sensible. Quand les yeux s'effondrent, quand le chaos s'installe devant les yeux, la puissance manuelle se déchaîne. À ce moment-là, naît. La main est animée d'une volonté étrangère qui va s'imposer à l'œil au lieu de suivre l'œil. L'œil va être frappé par cette ligne qu'il n'arrive plus à dominer, donc il n'arrive plus à saisir la règle, la loi, changer de direction à chaque moment. L'œil n'aura aucun moment pour se reposer. L'œil n'aura aucun moment pour se reposer. Un drame de l'œil. Autant fermer les yeux. L'œil sera affolé par la main et par le produit de la main, la ligne manuelle. Qu'est-ce que c'est le doigt? Qu'est-ce qui vient faire le doigt là-dedans? Le doigt, il est réduit à... C'est le doigt qui appuie sur le clavier. Le doigt, c'est une folle réduction de la main. Drôle de truc. Le doigt, c'est ce qui subsiste quand l'homme a perdu ses mains. Un doigt qui appuie sur un clavier. Qu'est-ce que c'est? C'est l'homme sans main, ça. Le digite, c'est l'état manuel de l'homme sans main. Qu'est-ce que je veux dire? Je pense à une belle page de Le Roi Gourand. Le Roi Gourand parle là de l'homme de l'avenir.
et dit oui, c'est un homme couché, hein, il n'a plus à bouger, bon d'accord, c'est une espèce de portrait de science-fiction, il est de plus en plus infantilisé, et puis il n'a plus de main, mais il lui reste un doigt pour les claviers. Hein. Vous voyez, dans l'évolution future, on n'aura plus de main. Hein. Multiplions encore les termes. La première forme d'analogie, elle aurait son modèle dans le moulage, l'opération de moulage. L'opération de moulage, c'est en effet une ressemblance, une similitude imposée du dehors. Si j'essaie de la définir, c'est une opération de surface. Par exemple, j'impose un moule, c'est une opération d'information, information de surface. Je pose un moule sur de la glaise. J'attends quoi? J'attends que la glaise sous l'empreinte du moule ait atteint une position d'équilibre. Et puis je démoule. Il y a eu transport de similitude. Bon, c'est tout à fait l'état de l'analogie commune, de l'analogie vulgaire, par moulage. Bon. Tiens, c'est une opération de surface. J'insiste là-dessus parce que je prépare des notions dont on aura constamment besoin ensuite. C'est une opération, oui, de bordure, de surface. Je dis, il y a le moule et puis il y a aussi le module. C'est pas la même chose. Est-ce que le module, ce serait pas quelque chose comme le moule intérieur? Hein? Et puis, il y aurait la modulation. Là, j'aurais une série conceptuelle. L'analogie grouperait les trois cas. Le moule, le module, la modulation. C'est bien parce que notre concept de modulation, il commence à naître un petit peu. Ce serait une espèce de série croissante. Moule, module, modulation. Aux deux extrêmes, quelle différence il y a entre un moule et une modulation? Quelle différence il y a entre mouler et moduler? Simondon, dans son livre sur l'individuation, donne une différence très claire. Il dit, c'est comme deux extrêmes d'une chaîne. Mouler, c'est moduler une fois pour toutes, d'une manière définitive. C'est-à-dire, la prise d'équilibre, on impose une forme à une matière, la prise d'équilibre prend un certain temps dans le moulage, jusqu'à ce que la matière arrive à un état d'équilibre imposé par le moule. Une fois cet état d'équilibre atteint, on démoule. Donc on a modulé une fois pour toutes. Mais inversement, à l'autre bout de la chaîne, si mouler, c'est moduler une fois pour toutes. Moduler, c'est mouler.
mais moulé, quoi? C'est un moule variable temporel et continu. C'est moulé de manière continue. Pourquoi? Parce qu'une modulation, c'est comme si le moule ne cessait pas de changer. L'état d'équilibre est atteint immédiatement, ou presque immédiatement. Mais c'est le moule qui est variable. Et il y a des textes admirables de Cézanne, moduler les couleurs. Et il va jusqu'à dire, ce qui nous arrange tout à fait, il ne faut pas dire modeler, à plus forte raison, il ne faut pas dire mouler. Il ne faut dire ni mouler ni modeler, il faudrait dire moduler. Pour nous, c'est excellent, puisqu'on a été amené précisément à prendre même le moule, le modeler, le module, etc. On a été amené à les prendre comme des cas de modulation. Le vrai mystère de l'opération, c'est la modulation.